Ceux qui connaissent Théophraste Renaudot autrement que par le prix littéraire savent qu'il a été le père du journalisme, mais ils ne connaissent pas forcément son œuvre de médecin et d'humaniste qui est à mes yeux, et qui était aux siens, je crois, fondamentale. Pourtant, tout le monde pourrait savoir de quoi il s'agit, du moins ceux qui ont visité Loudun, car cette œuvre multiforme qui est la sienne est gravée sur le socle de la statue qui se trouve devant la mairie et que l'on doit au sculpteur Alfred Charon. Cette statue montre Renaudot debout entre le registre du bureau d'adresse et un exemplaire de la Gazette. Le piédestal gravé mentionne tout ce qu'on lui doit. Le journal, est-il écrit, l'office de publicité et de renseignement, le bureau de placement, le mont-de-piété, l'hôtel des consultations charitables, et aussi tout ce qu'il a été. Médecin du roi, commissaire général des pauvres du royaume, conseiller, etc. C'est absolument extraordinaire. Et justement, si l'homme m'a d'emblée fasciné, c'est par la diversité et l'audace incroyable de ses activités, et je souhaitais vivement contribuer à le faire connaître dans sa polyvalence, en donnant à la médecine la place centrale qu'elle avait dans sa vie et dans son œuvre. Écrire un roman à partir d'un personnage réel est délicat, car il ne faut pas le trahir. Alors pourquoi privilégier la médecine dans mon roman au lieu de parler de tout? Évidemment, d'abord et avant tout, parce qu'elle avait la place centrale dans son œuvre et dans sa vie, que j'ai signalé, surtout quand il était à Loudun, mais aussi au Grand Coq, bien entendu, à Paris. Mais aussi pour des raisons romanesques. D'abord, parce que la médecine m'a fourni une matière romanesque très dense. Elle m'a donné l'occasion de rappeler des pratiques et des remèdes anciens qui ne manquent pas de pittoresques et qui devraient séduire des lecteurs de roman. Je peux détailler, si vous voulez, juste 2 mots. Dans les remèdes, on utilisait parfois des animaux, les vipères, les chiens. Par exemple, l'huile de petit chien, dont dans le roman on frotte les jambes de mon héros, car l'huile de petit chien était réputée très bonne pour lutter contre la paralysie. Or, je prends Renaudot dans mon roman quand il a déjà eu ses attaques d'apoplexie, et d'après son fils, nous savons qu'il a été malade pendant 15 mois. Ça me laissait du temps. Donc l'huile des petits chiens qu'on fabriquait en coupant 2 petits chiens nouveau-nés en petits morceaux. On ajoutait des verres et on faisait cuire le tout un certain temps avant d'y mettre un peu d'huile pour corser les choses. Il y a bien d'autres remèdes pittoresques. Dans la recette du polycreston, dont vous trouvez un exemplaire dans ce beau musée, dans la présentation du polycreston, si vous avez lu la totalité, vous avez peut-être remarqué que certaines recettes ne sont pas dénuées de traces du passé. Par exemple, lorsqu'il nous explique qu'un végétal, une fleur, une plante, parce qu'elle est jaune, soigne la jaunisse, par exemple. C'est ce que l'on appelait à l'époque la théorie des signatures. Un alchimiste, donc parfois ses propos ont été très controversés, mais il est aussi à l'origine de ce que l'on a appelé la iatrochimie, c'est-à-dire la chimie d'aujourd'hui, et on lui doit des remèdes. Il est descendu dans les mines, il a travaillé sur les métaux, et il utilisait l'antimoine. Il y a un mélange qui est très touchant dans ces efforts de l'esprit humain d'aller vers le progrès tout en étant tributaire de son temps, comme nous le sommes également aujourd'hui. C'était donc la première raison qui m'a fait choisir la médecine comme fond de mon roman. Mais il y a une deuxième raison à ce choix. C'est que les nombreuses innovations de notre héros médecin le prédisposaient forcément à être en butte à l'hostilité de nombreux confrères, ceux de la faculté de Paris notamment, et allaient l'obliger à se battre héroïquement pour imposer ses vues.
Or, chacun sait que tout scénario doit reposer sur un conflit. Les luttes entre conservateurs et novateurs en médecine m'offraient donc tout naturellement aussi une matière purement romanesque. Cette lutte à elle seule fait de Théophraste un personnage captivant. Jalousie et hostilité se poursuivront jusqu'à sa mort, comme en témoigne l'épitaphe assassine, si j'ose dire, de Guy Patin, en guise d'hommage funèbre. Ce grand gazetier de France et espion de Mazarin, ce nez pourri de nébulo hebdomadaire, avec sa vie infâme récompensée par une vérole, charlatan, empiriste, usurier comme un juif, perfide comme un turc, est mort gueux comme un peintre. Voilà l'hommage funèbre de Guy Patin. Habillé pour l'hiver. Habillé pour l'hiver et pour l'éternité. Alors pour l'éternité, je le dis puisqu'on en parle là, l'ironie de l'histoire fait qu'ils sont tous les deux enterrés à Saint-Germain-l'Auxerrois, non loin l'un de l'autre. Ils peuvent continuer à se disputer pour l'éternité. C'est pourquoi ces propositions ont trouvé un écho dans les plus hautes sphères du pouvoir de Richelieu et Louis XIII, qu'il a nommé commissaire général des pauvres du royaume. Et c'est pourquoi il nous paraît éminemment moderne. Mais évidemment, il se fait des ennemis féroces, en particulier parmi les médecins, Guy Patin, que je vous ai déjà présenté, Guy Patin en tête. Alors au cours de sa vie, on va lui reprocher tout et n'importe quoi, pêle-mêle, vous le découvrirez. Les consultations charitables, son nez, ses origines protestantes, sa laideur, tout. Je fais une large place à cela dans le roman. Et il ne se décourage jamais. C'est un novateur hardi et tenace. Théophraste croit à ce qu'il fait. C'est un homme de conviction, un personnage fort. Et à cause de cela, le lecteur peut s'identifier à lui, se réjouir de ses joies, s'émouvoir ou souffrir avec lui. Et Dieu sait que les peines ne lui auront pas été épargnées, et jusqu'au bout. Donc, notre Théophraste est un pionnier. Et en rendant hommage à son esprit novateur, à sa ténacité, à son rationalisme, à travers lui, j'ai voulu montrer plus généralement combien les pionniers, en général, ont du mal à s'imposer. Pensez que Galilée est de la même époque. Donc, matière romanesque, la médecine. Donc, personnage en lutte, à cause de la médecine, généreux, novateur, hardi, et qui reflète d'autres novateurs, ce qui me permet de réfracter ce nouvel esprit scientifique dans diverses personnes. C'est aussi un visionnaire. Soigner, nourrir, instruire sont ces trois préoccupations constantes. On n'est pas loin d'annoncer la formule de Victor Hugo: ouvrez une école, vous fermerez une prison. Car il y a cette générosité dans le partage du savoir qui m'a profondément touchée, avec les conférences ouvertes à tous, même aux femmes, ce qui était rare à l'époque, avec son projet d'hôpital public qui lui aurait permis de développer la clinique et l'expérimentation. C'est dans ce souci pédagogique que s'inscrit aussi, à mes yeux, l'entreprise de la Gazette, et dans son souci d'informer tout un chacun, de distraire les malades et de leur ouvrir l'esprit. Finalement, à travers la place de Renaudot dans l'histoire de la médecine, on ne touche pas seulement à l'actualité d'aujourd'hui, mais on atteint une question universelle, propre à toutes les époques et à tous les arts, celle de l'opposition entre conservatisme et avant-garde, tradition et modernité.